Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir justement d'être accompagné par deux dames qui vont nous faire le plaisir de se présenter. Donc c'est pour cela qu'à ma gauche, nous avons Livy Pierre-Charles. Bonjour madame Pierre-Charles, soyez la bienvenue. Et je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. C'est avec grand plaisir, merci beaucoup. À ma droite, nous avons Madame Marie-Laurence Delors. Alors je remercie Ludovic Aucollier de m'avoir invité cet après-midi. Et puis je remercie la technique Manuela. Et bien voilà. Et puis l'ensemble de l'équipe de Zouk TV. Merci beaucoup, merci. Les remerciements sont passés, merci beaucoup. Alors, comme chaque mercredi, dans Plaisir de lire, nous aurons la possibilité de voyager dans le temps, dans l'espace. Nous aurons aussi la possibilité de réfléchir à notre situation personnelle, notre situation collective. Et aussi, nous allons prendre du plaisir grâce à la lecture. Et donc, nous allons commencer tout de suite avec Madame Pierre-Charles. Donc, Madame Pierre-Charles, oui, de quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler d'un livre qui me paraît très intéressant et que j'ai lu avec une infinité de plaisir. C'est le livre qui s'appelle Recta Linea. C'est un nom latin. Oui. L'auteur en est Emmanuel de Rênal. D'accord. Alors, en deuxième titre, il y a le petit traité d'humanité martiniquaise. D'accord. Ce qui veut dire que l'auteur a situé notre Martinique dans toute la grande chaîne de l'humanité. D'accord. Et nous verrons comment après, si vous le voulez bien. Mais bien sûr, ça sera, vous nous mettez l'eau à la bouche, vous nous faites sentir le plat et on ne peut pas encore manger. Donc, commençons. Parce que c'est un livre très intéressant. D'accord. Et qui dit beaucoup de vérité. Et qui sait entremêler le réel et l'imaginaire. Pour restituer une vérité bonne à partager. D'accord. Bon, tout à l'heure, je vais vous dire. Donc, c'est à la fois une histoire fictive et une histoire authentique, réelle. Oui, une histoire authentique et entremêlée, agrémentée de commentaires relevant de l'imaginaire. Et même, j'ai envie de dire, du conte pour enfants. Quand on raconte on récite des contes aux enfants. On est dans le monde de l'imaginaire. Oui. Bon, eh bien, c'est un peu ça aussi. Mais avec une extrême dextérité, l'auteur fait le va-et-vient entre le réel et l'imaginaire. Selon moi. Enfin, je pense que beaucoup de lecteurs auront peut-être le même jugement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une histoire particulière qu'elle est dans Recta Linea? Quelle histoire? Alors, Recta Linea, c'est un mot latin qui veut dire ligne droite. D'accord. Et cette ligne droite, c'est l'histoire de l'humanité dans l'espace-temps. Et une humanité qui tire son origine de temps immémoriaux, multiséculaires, pour arriver aujourd'hui à notre Martinique d'aujourd'hui. Et alors évidemment, l'arrivée à notre Martinique d'aujourd'hui suscite des commentaires. Je ne sais pas que je vous en parlerai tout à l'heure, mais j'ai eu une telle passion en lisant ça que je voudrais partager cette passion avec les lecteurs. C'est un ouvrage qui peut être lu par des adultes, par des enfants? Non, pas par des enfants parce que c'est trop petit, mais des adolescents. D'accord. Au moment où leur jugement se forme, et aussi par des adultes, tous les adultes. D'accord. Ok. Donc, comment commence cette histoire? Comment commence cet ouvrage? Eh bien, quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis sentie les actualités scientifiques m'ont inspiré à cet égard. Je me suis sentie dans une sorte d'astrolabe. Vous savez, là où est Thomas Pesquet, Oui. là où il est en ce moment. Et j'ai eu comme l'impression que dans toutes les hautes sphères, Thomas Pesquet et l'auteur aussi, parce que je pense que les cheminements sont parallèles,
regarde le monde. Je fais beaucoup de gestes. Hein. Je vais ressembler à un pantin. Regarde le monde du haut de leur habitacle. Pour constater que ce vaste monde, cette vaste humanité est bâtie à partir de thèmes identiques, de problématiques identiques, de sentiments identiques, les sentiments étant les uns positifs, les autres négatifs. Quand on a les sentiments positifs, on a l'amour, la tendresse, la bienveillance. Et bien quand il y a les sentiments négatifs, on a la guerre, les rancœurs, la haine. Et c'est ce mélange-là, cet enchevêtrement-là qui constitue l'humanité. Et cette humanité, le schéma, enfin, le portrait de cette humanité se retrouve en miniature chez nous, dans notre petite Martinique, avec une petite touche folklorique, sur laquelle je vais insister. Mais enfin, nous sommes un reflet de l'humanité, une partie de l'humanité et une image de l'humanité, de cette vaste humanité. Ah ben, merci beaucoup pour cette explication. Donc, comme je ne connaissais pas cet ouvrage... Mais non, mais il vient de paraître. Oh, d'accord. Ah, il vient de paraître. Ah ben, voilà pourquoi. Ouais. Ben, donc, si j'ai bien compris, donc, la Martinique serait un petit peu à l'image du monde, mais avec sa touche locale, sa spécificité. Exactement. Donc, toute l'humanité pourrait se reconnaître à travers notre Martinique. Oui, parce que tous les espaces de la planète sont bâtis selon le même schéma, avec des sentiments antagoniques, des relations entre les humains, entre les composantes de ces différentes sociétés et de ces différents espaces. Et ces relations sont tantôt négatives, tantôt positives. C'est ce schéma-là que j'ai retenu. D'accord. Et l'auteur, il prend des faits d'actualité ou bien il reste sur l'histoire ou des faits passés? Cet ouvrage contient une bonne partie de l'histoire. Sa thèse est illustrée par l'histoire de la Martinique, qu'il évoque avec des mots très, très vrais, très percutants aussi. Est-ce que vous avez des exemples de moments ou de séquences qui justement pourraient nous inspirer et nous aider à réfléchir? Vous voulez me faire arriver trop tôt? À la fin. Si vous voulez, je vais... Allez-y. Alors, il y a comme petite touche que je vais qualifier de folklorique. Il y a la petite histoire de femme des rois, femme mariée. D'accord. Et alors, cette petite touche folklorique se retrouve chez nous. C'est notre folklore. Hein. Et là encore, il y a une sorte de conflit entre la femme mariée et la femme des rois. Bon. Mais enfin, ça se passe assez bien. Mais l'originalité de cette affaire-là réside dans l'apparition d'un phénotype nouveau. Et ce phénotype nouveau, ce sont les mulâtres. Selon moi. Évidemment, je suppose que l'auteur m'écoute et suit l'émission. J'extrapole un peu, hein, mais derrière son texte, on est libre de lire, on est libre d'interpréter, compte tenu de ce que nous vivons ici, sur notre petite île. D'accord. Est-ce qu'il relève des problématiques propres à la Martinique, propres au monde Il fait un parallèle entre les deux. Entre la problématique de l'universalité et puis une problématique ici. Il n'y a guère de changement. Mais seulement, il faut choisir son camp. D'accord. Quels sont ces camps? Il faut choisir le camp positif. Ah, d'accord. Mais je ne vous dirai pas. D'accord. Je peux même vous dire à quelle page ce camp se trouve. Page très... Mais quand on voit ça, le résultat de sa recherche, de sa réflexion, mais c'est d'une simplicité, d'une limpidité. On dit, mais pourquoi ne pas faire ça pour être heureux sur Terre? Pourquoi ne pas faire ce qu'il dit là?
Mais ce qu'il dit là, je ne vous le dirai pas. Faut le découvrir. Je laisse au lecteur le soin de découvrir. Parce que c'est très intéressant, c'est extrêmement intéressant. D'accord. De mon point de vue. Donc, nous avons affaire à une sorte de traité sur le positivisme. Voilà, traité d'humanité martiniquaise. Sur le positivisme, justement. Le positivisme sociétal. D'accord. Et donc, c'est en fait un message d'espoir par oui. rapport à nos relations entre Martiniquais. Mais par rapport... vous êtes tombé pile sur la thématique principale. Je ne sais pas, je précise, je ne l'ai pas lu. Juste quelques instants, j'ai lu quelques pages. Il parlait un moment aussi des départs, la Martinique qui se dépeuple, la démographie qui est aussi une préoccupation actuelle, puisque bon, la natalité, elle baisse. On le voit notamment dans les écoles où on a des classes, contrairement à ce qu'on pense, moins chargées que par le passé. Absolument. Et donc, c'est parce qu'il y a cette baisse de la natalité, de la fécondité. Et en plus, nous avons un solde migratoire déficitaire, puisqu'on a plus de sorties, de départs vers l'extérieur que d'entrées. En plus des décès, des âgés. Donc, oui. Donc c'est une note positive, une note d'espoir de ne pas se laisser abattre. Il y a quand même, malgré les épreuves, malgré le brouillard, il y a la lumière derrière. Il y a, je vous mets un petit peu sur la touche, sur la piste. Il y a un espoir dans les sentiments positifs, dans le positif. Et c'est ça qui m'a plu. C'est ça qui m'a plu parce que ce n'est pas un ouvrage défaitiste. D'ailleurs, l'auteur que je connais bien n'est absolument pas défaitiste. C'est un chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on a le courage d'entreprendre et de braver les risques. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Alors, c'est un ouvrage d'espoir, selon moi. D'accord. Et effectivement... Finalement, je n'aurais plus rien à dire tout à l'heure. Non, mais allez-y, puisque l'objectif est quand même de nous expliquer, de nous faire même un petit résumé, savoir quelle est un petit peu la situation de départ et puis la situation arrive, sans forcément révéler les secrets, les secrets cachés de l'ouvrage. Non, mais je crois avoir dit un petit peu l'essentiel. Mais évidemment, d'autres questions vont surgir quand... Tout à l'heure, tout au cours de l'émission. D'accord, il n'y a pas de souci. Effectivement, l'auteur, nous savons que c'est un chef d'entreprise. Et quelle place a justement l'entreprise ou le travail à ses yeux ? Est-ce qu'il en parle ? Mais oui, mais pas dans cet ouvrage-là. Dans d'autres ouvrages. Dans d'autres ouvrages, il en parle en long et en large. Il dit ce qu'il faudrait faire pour stimuler les entreprises. Mais ce n'est pas dans cet ouvrage-là. C'est un ardent défenseur de l'entreprise. Oui, mais nous n'en doutons pas. Je n'en doute absolument pas. Donc, à travers cet ouvrage Recta-Linea, c'est bien ça, Recta-Linea. Donc, ligne droite. La ligne droite. Donc, l'aspect économique n'est pas au premier plan. Non. C'est l'aspect sociétal, relationnel entre les humains, et puis description du parcours de la longue chaîne de l'humanité, avec la plupart du temps ses ressemblances. Donc, il s'appuie sur il parle de la colonisation. Non, parce que... Alors justement, comme je vous ai dit quand j'ai commencé, je me suis senti dans une sorte d'astrolabe qui est en haut, tout à fait en haut, et puis on voit les choses miniaturisées en dessous. Et on n'a pas parlé... Oui, il a parlé de la colonisation, mais il y a fait allusion dans l'histoire, le chapitre consacré à l'histoire de la Martinique. Il y a eu des étapes d'histoire, mais ce n'est pas... Voilà, il ne s'appesantit pas sur ce qui est négatif. La colonisation, c'est négatif. D'accord. Maintenant, c'est l'histoire, c'est du passé. Maintenant, comme moi j'ai envie de vous dire en créole, les gens me disent, maintenant, ça nous a fait.
Bon, ben, vous m'avez retiré les mots de la bouche. Ça nous a fait. J'allais le dire, mais en français. Donc, effectivement, non, moi j'aime bien ce type d'attitude sans faire preuve de négationnisme ou autre terme de ce genre. Il y a eu effectivement des parties plus tristes dans Nous notre avons histoire. eu des zones sombres dans notre histoire. Nous avons eu l'esclavage. Nous avons eu la colonisation. Mais tout ça, c'est comme... Enfin, une société est à l'image, me semble-t-il, d'un être humain qui connaît des parcours difficiles. Un être humain peut avoir des difficultés, des soucis de santé. Un être humain peut avoir un cancer ou enfin, autre chose. Mais quand il l'a guéri, le cancer est derrière. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour vivre et survivre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est un auteur très positif, Monsieur de Rênal. D'accord. Donc, plutôt que de pleurer sur les problèmes, cherchons les solutions, séchons nos larmes, et puis... Ah ben, c'est vous qui avez la bonne réponse. Je ne sais pas, j'essaie de comprendre en fonction des éléments que vous me donnez, mais oui, non, mais j'aime beaucoup, vous me donnez en plus envie de le lire. Non, j'aime Mais beaucoup c'est fait cet pour ça. état. Vous donnez aux Martiniquais envie de lire et de dire, mais ça nous a fait. Non, j'aime beaucoup cet état d'esprit. C'est vrai que nous avons la possibilité, nous tous, et comme vous l'avez bien dit, c'est chaque être humain, chaque personne rencontre des moments difficiles. Qui ne connaît pas de difficultés? Certaines personnes ont tendance à penser que quand une personne a du succès, c'est parce que tout va bien dans sa vie. Non. Bien au contraire. C'est qu'elle a continué à avancer. Il y avait des tempêtes, il y avait de la pluie, mais elle a continué d'avancer. Après, c'est peut-être pas facile. Bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait une personne sur cette planète, quand elle a des moments difficiles, elle se réjouit et dit oui, super, j'ai des moments difficiles. C'est ça que j'attendais. Non, ça ne fait pas plaisir sur le coup. On a des déceptions personnelles, on a des déceptions peut-être relationnelles, mais j'aime bien, bon, il y a eu ça, bon, quelle leçon je peux en tirer? Comment puis-je utiliser cette partie de mon passé comme tremplin pour aller de l'avant et faire mieux. Oui. C'est ça la philosophie de cet ouvrage-là. Bien. Donc, c'est même un ouvrage philosophique. Enfin, comme je disais à madame, j'aime tellement la philosophie, je vois la philosophie partout. Mais le fait je pense, de se questionner, de réfléchir, je ne sais pas, peut-être je me trompe, on fait un peu de philosophie. Oui, d'abord, on prend du recul. D'accord. Voilà. Donc, et c'est Bachelard qui dit qu'il faut toujours, pour pouvoir penser, il faut penser contre son cerveau, c'est-à-dire contre ses préjugés. C'est ça penser. C'est ça faire de la science. Et prendre la distance. Oui, alors je reviens à mon astrolabe. De Thomas Pesquet, je reviens. Prendre de la distance, prendre de la hauteur. D'accord. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre et le sous-titre de l'ouvrage? Alors, le titre, on peut pas le voir. Rectalinéa. Traité. Petit traité d'humanité martiniquaise. Ça veut dire que la Martinique appartient à l'humanité, mais elle fait l'objet d'un petit traité dans cette vaste chaîne de l'humanité. Et d'après vous, pourquoi nos compatriotes martiniquais devraient lire un tel ouvrage? Qu'est-ce qu'ils pourraient en tirer? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Bonne question. C'est une question que j'apprécie beaucoup. Ça pourrait les aider à partager le positivisme de l'auteur, enfin, sa vision positive de l'avenir. Plutôt que de se lamenter, de pleurer, de se livrer à la violence et tout ça, l'auteur a une vision positive et constructive de l'avenir, loin de toute manifestation violente ou de haine, de rancœur, de rancœur sociétale inutile qui ne peut pas faire avancer. L'auteur nous met devant la nécessité d'avancer.
C'est une responsabilité de chacun ou bien que des politiques ou... Attention, une responsabilité de tous ceux qui composent la société martiniquaise. Et peut-être à commencer par les politiques, parce que ce sont eux qui sont aux manettes. Ce sont eux qui donnent l'exemple, eux qui donnent des idées, eux qui prennent des initiatives. Alors, ça doit peut-être venir d'eux, mais ce n'est pas... Cette question-là n'est pas dans le livre. Nous faisons là maintenant des déductions. Oui. Non, mais la question... Oui, forcément, peut-être quand on aura l'auteur avec nous, il nous donnera le fond de sa pensée. Mais l'avantage justement avec un ouvrage, il n'est pas figé sur lui-même. Au contraire, un ouvrage, il appelle des problématiques qui varient, qui ne seront pas les mêmes. Et puis il donne lieu à des interprétations. Parce que dans ce que je viens de vous dire là, il y a un peu d'interprétation de ma part. Mais la notion de responsabilité peut être déclinée, de mon point de vue, de plusieurs façons. On peut, c'est vrai, facilement voir la responsabilité politique, mais on a la responsabilité, ne serait-ce que familiale, individuelle, personnelle. Donc on a tous une responsabilité d'une certaine façon. Responsabilité, on aime faire une simplification avec l'âge de 18 ans parce que c'est la majorité, etc. Mais d'une certaine façon, quand on essaie de comprendre, on essaie d'améliorer, ne serait-ce que sa vie personnelle, on se met sur le chemin de la responsabilité. Absolument. Et surtout quand on prend le parti de mettre de côté ce qu'il y a de négatif, de s'en servir comme tremplin pour aller de l'avant, pour faire mieux, eh bien c'est là que s'exerce pleinement la responsabilité, me semble-t-il. Merci beaucoup, Madame Pierre-Charles. Merci sur ces mots de responsabilité. Donc, Madame Pierre-Charles, vous nous avez présenté donc, un livre d'Emmanuel de Rênal qui s'intitule Recta Linea, petit traité d'humanité martiniquaise. Un parallèle entre la Martinique, le monde, la Martinique, un va-et-vient qui nous donne confiance et espoir en l'avenir. Ah oui, et qui nous dit ce qu'il faut faire. D'accord, malgré Covid-19. Malgré Covid-19, c'est un avatar sur la route de ce que nous devons faire. Alors justement, heureusement que vous me parlez de Covid, parce que l'auteur fait allusion aussi au hasard en général, qui façonne notre existence et que nous avons à affronter. Comme par exemple, tout près de chez nous, là, nous avons une éruption volcanique. Nous sommes en plein dans le Covid, là, sans compter les pandémies, les éruptions volcaniques, les tsunamis. On n'a pas encore, Dieu soit loué, on n'a pas encore de tsunami ici. Mais nous avons eu chez nous, en 1902, la montagne Pelée, puis chez les voisins à côté, là maintenant, à Saint-Vincent, nous avons une éruption volcanique. Tout ça, ces événements-là sont les effets du hasard. Eh bien, le hasard entre dans la construction que nous faisons de nous-mêmes et le hasard avec lequel il faut composer. Donc nous avons à affronter pour réussir, pour aller de l'avant. Nous avons à lutter contre peut-être les préjugés, les habitudes négatives, les habitudes positives. Et nous avons maintenant à affronter le hasard avec ses aléas destructeurs. En tout cas, merci beaucoup, Madame Pierre-Charles. Merci pour cette avec présentation. plaisir. J'aime tellement ce livre-là, je vais parler avec chaleur. C'est le principe de plaisir de lire. Si c'est avec plaisir, donc nous sommes en phase. Ah bon? Donc, à présent, nous avons... Je ne sais pas si nous aurons l'opportunité de réfléchir ou de philosopher avec Marie-Laurence. Oui. Donc, de quel livre vas-tu nous parler? Eh bien, d'abord, je vais parler d'Étienne Klein. Alors, c'est d'abord un homme de ce siècle, puisqu'il est né en 1958, donc il a 63 ans. Donc, on va dire que c'est à la fois un physicien
et un philosophe des sciences. Alors, pour camper le décor, donc, il y a un petit entretien que j'ai trouvé très intéressant pour situer le personnage. On lui demande ce que vous aimez chez les gens. Eh bien, je dirais que c'est la capacité à être parfois dans l'humour. Pas tout le temps, mais parfois. Ce que vous n'aimez pas chez les gens, il hésite, je ne sais pas, mais bon, je dirais l'arrogance. Et quel est le principal trait de votre caractère? Les gens disent que je suis un bon père. Donc voilà, en quelque part, bon, quelqu'un qui ne se définit pas par une formation technique particulière, mais par des qualités humaines. Alors, l'objet de notre propos aujourd'hui, ce que j'ai choisi de discuter avec vous et d'échanger, c'est le vrai. Pourquoi j'ai choisi le vrai? Parce que, bon, je pense à mes élèves de terminale, puisqu'ils ont une épreuve le 17 juin. Et donc, dans ce programme de philosophie, parce que c'est la seule épreuve écrite, il faut le rappeler, donc il y a la vérité. Et voilà qu'Étienne Klein, à la suite de cette pandémie, et en réaction par rapport à un sondage, en 48 heures, dit-il, il écrit ce petit texte incisif, précis, facile à lire, de 58 pages, et qui coûte 3,90 €. Autrement dit, moins qu'un paquet de cigarettes, et que l'on peut télécharger gratuitement. Donc, le goût du vrai. Alors, c'est le titre de l'ouvrage. Voilà, le goût du vrai et la nécessité de débattre. Et j'ajouterai débattre pour ne pas se battre. D'accord? Donc, pourquoi cette idée de vérité? D'abord, parce que on a tendance à aimer la vérité, à dire qu'on aime la vérité, mais en même temps, on préfère des mensonges qui rassurent que des vérités qui dérangent. En même temps, on voudrait la vérité, mais des vérités qui nous arrangent et pas les vérités qui dérangent. Et donc, aujourd'hui, il y a deux aspects, je voudrais dire, de la vérité. Il y a la vérité d'un point de vue moral, parce qu'il faut quand même dire un mot, même si ce n'est pas directement dans l'ouvrage. La vérité d'un point de vue moral a ses exigences. La première exigence de la vérité morale, c'est le franc-parler. C'est ça la vérité. Ne pas proférer des mensonges, pas mentir. Ne pas dissimuler sa pensée. Et ça, c'est important, c'est la condition du dialogue. Alors, moi, j'aime bien les gens qui parlent de co-construction. Mais quelles sont les véritables conditions du dialogue? Eh bien, la première condition du dialogue, Platon le dit, le franc-parler et ne pas dissimuler sa pensée. Sinon, si on dissimule sa pensée, eh bien, il dit, on est un moulin à parole. Ben, c'est la langue de bois. Voilà. La deuxième exigence de la vérité, d'un point de vue moral, c'est-à-dire le franc-parler et la sincérité, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est-à-dire le respect de l'autre, de son interlocuteur. C'est-à-dire que celui qui est en face de moi, même si je ne suis pas d'accord, même si je veux démonter sa théorie, je le respecte. Et ça, c'est la condition. Donc, ce sont deux conditions importantes du vrai. Et c'est du vrai du point de vue moral. Et c'est important de le comprendre pour qu'il y ait un véritable dialogue. Et particulièrement dans les débats. Dire ce que l'on pense, dire le fond de sa pensée. Donc, c'est ça, d'un point de vue moral, la vérité. Mais d'un point de vue scientifique, puisque c'est l'objet de son ouvrage, c'est l'idée de vérité scientifique. Alors, la vérité scientifique, ce dont il est question, c'est que c'est difficile de trouver des critères. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile de trouver des critères de la vérité scientifique qu'il faut renoncer à la vérité scientifique. Alors, pourquoi c'est difficile? Le premier obstacle, c'est un obstacle... Les premiers, je dis qu'il y en a plusieurs, des obstacles subjectifs. Le premier obstacle subjectif, c'est qu'on a un comportement qui consiste à avoir un avis sur tout. On sait tout parce qu'on va sur le net, tout est une opinion et rien est savoir.
Ah oui, Descartes pense ça, mais madame, c'est mon avis. Hein. C'est ça la difficulté de l'enseignant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, je dirais, un aplatissement entre savoir et opinion. Autrement dit, un savoir, ça vaut une opinion. Et c'est ça la difficulté. Le deuxième obstacle, c'est que très souvent, on préfère des messages clairs et pas nécessairement vrais. Ben oui, le masque, oui, on nous a dit ça et puis maintenant on dit ça. Bon, ben, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire, les gens ne demandent pas la vérité, là. Quand votre message soit clair et cohérent, donc ils ne demandent pas de vérité. Donc c'est d'abord ça. Deuxième chose, autre chose, un obstacle qui nuit, n'est-ce pas, à la construction de la vérité, parce que la vérité est scientifique. Ça se retrouve pas dans une poubelle ni dans un livre, ça se construit. Donc la troisième condition, c'est qu'il faut éviter l'urgence. Ce qui nuit à la vérité et à la connaissance scientifique, c'est l'urgence. C'est l'urgence, pourquoi? Parce que quand il y a urgence, on n'a pas le temps d'expliquer. Oh, il faut l'expliquer. Ça prend du temps, c'est comme une démonstration, ça prend du temps. Et très souvent, on veut le résultat. Donc, pour comprendre l'idée par rapport à l'urgence, Oui. Donc, comme tu dis, la vérité prend du temps. Donc, il faut du temps pour l'expliquer, pour démontrer les choses. Oui. Mais comme on a un temps limité, donc on saute, j'imagine, certaines étapes oui, voilà. On simplifie, mais en simplifiant, on ne donne pas tous les éléments. On oublie la vérité. D'accord. On oublie la vérité, on va vers des certitudes. Or, la vérité scientifique, c'est pas nécessairement une certitude. Donc, on a des morceaux de vérité. Même pas des morceaux. On va dire, on a du vraisemblable. Ah, C'est qui peut être vrai ou faux. On n'a pas de vérité. Alors, autre difficulté de la vérité scientifique d'un point de vue subjectif, c'est que le message est le plus souvent brouillé. Pourquoi il est brouillé? Parce que ce que je dis quand j'ai ma classe, ça peut être traduit différemment. Quand on était plus jeune, on jouait au téléphone. C'est-à-dire qu'on donnait une phrase au premier, et puis à la fin, on disait « mais qu'est-ce que tu as entendu ?» Et 100%, c'était jamais la phrase qu'on avait dit. C'est ce qu'on appelle, on va dire, des biais cognitifs, c'est-à-dire des difficultés qu'on a à recevoir un message. Chacun le transforme. Donc, ça, ce sont des obstacles subjectifs. Et puis, il y a des obstacles objectifs. C'est des confusions. La première confusion que l'on fait, c'est science et opinion. Qu'est-ce qu'une opinion? Une opinion, c'est une croyance. La croyance, c'est adhérer sans preuve à quelque chose. Mais c'est ça, une croyance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de justification dans la croyance. C'est vrai parce que je le dis. C'est ça, la croyance. Donc, on n'a pas besoin de preuves. On peut faire l'économie largement dans la croyance. D'accord? Et donc, alors que le savoir scientifique, c'est un corpus d'idées qu'on a justifié, démontré. Maintenant, ce corpus peut être transformé. Ce ne sont pas des absolus, les connaissances scientifiques. Ce ne sont pas des absolus, puisque je peux dire que la Terre est ronde, mais aplatie au pôle. C'est-à-dire qu'avec les connaissances nouvelles, je vais ajuster les vérités scientifiques. Donc, ce ne sont pas des absolus, sinon on est dans la théologie. Dieu est, il n'y a pas de justification, c'est un absolu. C'est une certitude, c'est une vérité révélée. Et la vérité scientifique, c'est une vérité révélée. Donc, c'est la première distinction, le savoir scientifique, ce n'est pas une opinion. La deuxième distinction, et ça, on a vu ça sur les plateaux de télévision, c'est qu'on confond science et recherche. Mais sans fin. Parfois, j'ai partagé ce livre parce que Étienne Klein l'a écrit en 48 heures parce qu'il était énervé. Il l'a dit, il a fait une conférence pour les élèves de terminale pour la fête des sciences au mois de novembre. Il a dit, bon, j'arrête là parce que je vais m'énerver.
Et ça, je partage son énervement. Son énervement est C'est lié au fait que sur les plateaux, on confond, les plateaux de télé, on confond science et recherche. La recherche, ce sont des questions nouvelles. Je prends un exemple très simple. Oui. Un scientifique aujourd'hui ne pourra pas dire pourquoi, quand j'ai eu le Covid 2 fois, je ne suis pas toujours immunisé. Ça, c'est une recherche. Pas mal des scientifiques là, ça ne peut pas dire le réchauffement climatique, le scientifique doit dire ça c'est vrai. Parce que le réchauffement climatique, je ne regarde pas par ma fenêtre et puis moi, je dis ça n'a pas qu'à exister. Ce que je vois à ma fenêtre, c'est le temps qu'il fait. S'il y a du soleil, s'il pleut. Mais ce n'est pas le réchauffement climatique. Il faut travailler, avoir des protocoles, faire des tests, c'est ça. Donc je ne peux pas rester en tant que citoyen et puis dire ça. Bon, les climato-sceptiques, je veux bien. Mais il ne faut pas être climato-sceptique seulement pour le climat et dans ta vie de tous les jours. Pourquoi tu ne doutes pas de l'amour de ta femme, de tes enfants, etc. Ouais. Si tu es sceptique, eh ben, il faut être sceptique dans tout. Comme par exemple, c'est un scepticisme sélectif. C'est cette partie-là qui te dérange. Comme par hasard. Donc, c'est pourquoi je dis, et il a raison de le préciser, que dans la recherche, on cherche à des réponses à des questions. Prenons un exemple qu'il prend lors de cette conférence. Donc, je renvoie pour ceux qui n'aiment pas trop lire, même si c'est 50 pages, il y a une conférence qu'il donne à la Sorbonne sur YouTube où il donne un exemple très simple. Il dit la chose suivante. Einstein, il construit sa relativité et 1 an après, il a une intuition qui a des ondes de gravitation. Mais il dit, je ne pourrais jamais justifier ça, vérifier ça. Eh bien, en 2015, on a pu justifier. Donc ça a pris 1 siècle. C'est ça la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est pourquoi il ne faut pas confondre recherche. Dans la recherche, nous allons douter. Mais c'est normal. On va douter de tout dans la recherche, jusqu'à ce qu'on trouve une réponse provisoire et peut-être pas définitive. Par contre, la connaissance scientifique, la Terre est ronde, c'est une connaissance scientifique. Bien sûr qu'il y a des platistes qui vont dire, mais non, la Terre est plate, parce qu'on n'a pas encore démontré. Ce sont des sceptiques. Bon, la personne a le droit d'être sceptique, mais comme je dis, le scepticisme ne peut pas être sélectif. Ça ne peut pas être sur ce qui t'arrange et ce qui ne te dérange pas, bon, eh bien, tu laisses. Si tu es sceptique, il faut être cohérent sur toute la ligne. Donc, à partir du moment où on a distingué science, recherche, opinion, on peut dire que la connaissance scientifique, on va dire, repose sur d'abord l'idée suivante, c'est que ça se construit. Ça se construit comment? Une connaissance scientifique et une vérité scientifique. En travaillant contre son cerveau. Et ça, il répond Bachelard qui dit « Penser, c'est travailler contre son cerveau ». Pourquoi? Parce que mon cerveau, spontanément, on croit des choses, des évidences, etc. Mais oui, mais pour penser, il faut que ça percute. Ça me fait sourire une anecdote. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des gens, de façon générale, contents de s'être trompés ou bien contents de comprendre quelque chose. Et ça m'est arrivé il y a quelques semaines. J'allais voir une dame d'un certain âge, et pourtant, elle sait ni lire ni écrire. Elle a sa tablette, elle a 80 ans, elle a ses prières et tout, etc. D'accord? Et puis elle me dit, Marie-Laurence, tu sais, je suis contente aujourd'hui.
J'ai dit, mais quoi, Madame Petitot? Je dis son nom parce que, bon, voilà. Elle m'a dit, eh ben, tu sais, j'ai compris. Il y a un petit jeune qui est venu réparer ma tablette. Il m'a dit, ma tablette, et c'est une antiquité. Je l'ai acheté, ça fait 6 mois, hein, mais j'ai compris que c'est pas parce que je l'ai acheté depuis 6 mois que c'est pas une antiquité. J'ai compris que c'est la technique qui est sur laquelle reposait cette tablette qui fait que c'est une antiquité. Cette dame avait compris ça. Et elle était contente de me dire, j'ai dit, ah, Madame Petitot, tu es géniale. Je trouve ça magique, magique. C'est ça, je dirais, en quelque part, le plaisir d'aller sur la vérité. Et si on veut se tromper, c'est normal dans la science qu'on se trompe. On ne peut pas demander à un chercheur de ne pas se tromper. C'est pourquoi on ne les invite pas, puisque le chercheur va dire « je ne sais pas ». Or, qu'est-ce qu'on veut sur les plateaux? Des certitudes et pas des vérités. Alors, donc, première chose, donc j'étais en train de dire, réformer son esprit. Donc, faire que, qu'on ne puisse pas s'asseoir sur des préjugés et croire que ces préjugés sont des vérités. Ah, mais c'est ça. Oui. C'est ça le malheur de notre société. C'est-à-dire À s'asseoir sur des préjugés et les considérer comme des vérités immuables. Oui, voilà. Excusez-moi d'être Oui. de mettre Dieu dans. Non, mais ça, non, mais ça mais m'intéresse c'est ça. beaucoup. Hein, ça, quand vous Oui, dites. oui. Et deuxième chose, donc pour transformer son esprit, il faut identifier les concepts. Le premier concept, c'est le concept de causalité. Il ne faut pas confondre la cause et la corrélation. La cause, c'est, on va dire, c'est une relation d'effet et de cause. Ça veut dire le bout à 100 degrés. Ça, c'est une relation de cause à effet. D'accord? Par contre, la corrélation, c'est une relation qui n'est pas nécessairement, on va dire, qui ne va pas donner de résultat définitif. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Donc, pour vous dire qu'il faut aller voir ce petit essai ou encore écouter Étienne Klein, le goût de la vérité et la nécessité de débattre et de dialoguer. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence. J'espère que nos téléspectateurs ont pris le temps de bien t'écouter, notamment s'il y a des élèves de terminale ou si vous avez des petits-enfants ou des enfants qui sont en terminale, ça peut aider pour les révisions. En tout cas, je voudrais vraiment remercier nos 2 participantes. Merci Madame Pierre-Charles. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Merci. Merci Marie-Laurence. Oui, merci Ludovic et puis merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. D'accord. Alors, comme vous le savez, vous avez aussi la possibilité de faire comme Madame Pierre-Charles, comme Marie-Laurence, de venir sur ce plateau pour nous présenter l'ouvrage de votre choix, votre coup de cœur. Donc, il vous suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'écran en ce moment, savoir le 06 96, le 19, le 41 et le 13. Et ce sera avec plaisir que nous vous recevrons pour nous présenter votre ouvrage, pour nous permettre de voyager, d'échanger, de discuter avec un grand plaisir. Et donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine dans Plaisir de lire.